Bienvenue à tous pour ce webinaire sur les référents en ESMS. L'objectif du webinaire du jour, c'est de présenter un petit peu les formations autour de ces différents référents, référents QVCT, secouristes en santé mentale et référents sportifs. Voilà. Je laisse présenter mes collègues. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente Pascal Dordogne, je suis responsable administrative au sein du cabinet Stratelis. Je suis également sauveteur secouriste du travail et j'interviens aujourd'hui en qualité de secouriste en santé mentale. Mylène Labouré, consultante chez Stratelis, psychologue du travail de formation et formatrice pour les référents QVCT. Et Florian Waterloo, conseiller prévention santé, enseignant en activité physique adaptée au pôle prévention, éducation, promotion de la santé de Santélis, dont la maison Sport Santé fait partie. Alors, pour introduire le sujet, on va commencer déjà par dire que ces formations de référence sont essentielles dans l'amélioration des pratiques de vos établissements. En tant que directeur d'établissements sociaux, médico-sociaux, vous jouez un rôle central dans l'accompagnement des résidents et dans la qualité de vie au travail de vos équipes. Dans cette mesure, plusieurs initiatives stratégiques convergent à l'heure actuelle. Il y a déjà la dynamique de la qualité de vie et des conditions de travail, donc la QVCT en entreprise, donc qui touche en fait directement vos salariés, qui représente un levier clé pour améliorer le bien-être de vos collaborateurs, réduire notamment les risques psychosociaux, stimuler l'engagement également, en valorisant les conditions de travail et la santé des équipes. La QVCT, c'est un moteur essentiel pour conjuguer performance et bien-être. Et à ça se couplent également toutes les actions QVCT, donc relatives à la santé mentale et à l'activité physique également. Et c'est pour ça que les sujets en fait aujourd'hui sont combinés dans le cadre de ce webinaire. Effectivement, il y a donc sur ces 5 dernières années, 2019 à 2024, une stratégie nationale sport-santé qui avait été mise en place notamment par le ministère des Sports et celui de la Santé, conjointement, et qui a mis en lumière l'importance de l'activité physique comme outil de prévention et d'accompagnement en termes de santé publique, voilà, en matière de santé publique. Et au-delà de ça, cette année, en 2025, et dans la continuité de cette stratégie nationale sport-santé, il y a également la mise à l'honneur de la santé mentale comme grande cause nationale pour 2025 et qui place cette problématique au cœur des débats et des actions. Donc la santé mentale, c'est devenu une priorité transversale pour les entreprises et aussi, mine de rien, pour les usagers, les résidents de vos établissements. Et ça en fait une priorité finalement pour la lutte contre les troubles psychologiques au sein des établissements. Voilà. Donc ce webinaire, il s'inscrit dans cette triple dynamique, et vise à explorer comment ces thématiques, en l'occurrence QVCT, référents sportifs et santé mentale, peuvent être mobilisées et connectées pour répondre aux besoins des résidents, de vos équipes et également des organisations qui pourraient graviter autour de votre établissement. Alors, je vais commencer par prendre la parole, donc en qualité de secouriste en santé mentale. Alors, avant de parler de secourisme en santé mentale, il est essentiel de comprendre ce que recouvre la notion de santé mentale. Alors, pour certains, elle se définit par l'absence de troubles psychologiques. Pour d'autres, elle correspond à un état de bien-être psychologique. Ces perspectives montrent en fait que la santé mentale est une notion, j'ai envie de dire, subjective et influencée par de nombreux facteurs, des facteurs individuels et également environnementaux. Selon l'OMS, une bonne santé mentale permet aux individus de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et de contribuer à la vie de la communauté. En d'autres termes, on peut dire qu'un état de bien-être en fait est indispensable pour être en bonne santé tout court et qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Mais la santé mentale, c'est aussi un équilibre qui est en mouvement. La santé mentale n'est pas un état figé, c'est plus une navigation constante entre différents états. Elle peut évoluer au fil du temps, elle est influencée par l'âge, par les expériences vécues et aussi par les événements marquants de la vie tels que un deuil, une rupture,
une perte d'emploi ou alors un traumatisme. Et lorsqu'elle est perturbée, eh bien, cela peut affecter notre quotidien, parfois jusqu'à nous empêcher de fonctionner normalement. Il est alors essentiel d'agir lorsque les symptômes persistent et entravent nos activités afin de préserver notre bien-être et notre équilibre. Nous sommes tous concernés à un moment de notre vie par un trouble de la santé mentale. Un chiffre marquant, une personne sur 4 est touchée chaque année en France par un trouble psychique, ça représente 13 millions de Français. Alors, qu'entend-on par trouble psychique ou trouble de la santé mentale? Les troubles les plus fréquents chez les adultes, alors on va ici en dénombrer 4. Le trouble dépressif, qui se caractérise essentiellement par une tristesse persistante, une perte d'intérêt ou de plaisir, et aussi des perturbations émotionnelles, des perturbations physiques. Le trouble anxieux, qu'on appelle également attaque de panique, ou qu'on connaît peut-être plus sous le terme crise d'angoisse, qui se manifeste par une anxiété intense et surtout soudaine. On y trouve aussi le trouble psychotique, comme par exemple le trouble bipolaire, qui lui en fait implique des fluctuations extrêmes de l'humeur. Et enfin, le trouble lié à l'utilisation de substances, alors des substances comme l'alcool, des substances comme les drogues, qui vont affecter le comportement et la santé globale. Chez les adolescents et les jeunes adultes, on va également, je vais vous citer 4 troubles psychiques qui sont les plus présents. Le premier, ce sont les pensées suicidaires et la crise suicidaire qui indiquent une détresse psychologique profonde. L'automutilation non suicidaire qui correspond en fait à un comportement visant à gérer une souffrance émotionnelle intense. Les troubles du comportement alimentaire, tels l'anorexie, la boulimie, qui affectent la relation à la nourriture et aussi l'image en fait corporelle. Et enfin, les addictions qui concernent les substances ou des comportements et qui impactent bien sûr négativement la vie quotidienne de l'individu. Alors, le secourisme en santé mentale, en quoi cela consiste-t-il? La formation des gestes au premier secours, si je vous parle de SST, oui, vous allez me dire, ça je connais. C'est pas encore le cas de sa petite sœur, qui est la formation donc au premier secours en santé mentale, qui elle est née en 2019 en France et qui est portée donc par PSSM France. C'est un modèle en fait qui est inspiré d'une organisation australienne beaucoup plus ancienne, qui elle est née dans les années 2000, Mental Health First Aid. Et le secourisme en santé mentale s'est construit sur le modèle en fait SST, c'est-à-dire qu'il y a aussi un plan d'action, mais la temporalité elle est différente. On n'est plus dans une logique d'urgence, ou du moins la logique d'urgence est différente. On peut bien sûr agir parce qu'il y a un état de crise chez l'individu, mais bien plus souvent on prend son temps. On va planter une graine qui va en fait germer. Tout doucement, on va tendre la main, aller vers l'individu, 1 fois, 2 fois, 10 fois s'il y a lieu, mais la notion en fait donc du coup de temporalité n'est plus la même. Alors, qu'est-ce que le secourisme en santé mentale? C'est d'abord détecter et accompagner. Être secouriste en santé mentale, c'est bien sûr connaître les principaux troubles de santé mentale que je vous ai cités précédemment. C'est repérer les premiers signes de souffrance psychique chez un collègue, un proche ou une personne en difficulté. C'est en tout cas un premier soutien que l'on procure en établissant un contact bienveillant surtout et en encourageant la personne à se tourner vers une aide adaptée. C'est vraiment en fait le but de la démarche, c'est d'aider la personne à aller vers le soin et surtout donc avec ce comportement pour lequel on a été formé et qui est un comportement adapté. Alors aller vers le soin ou se tourner vers une aide adaptée, ça peut être une ligne d'écoute, ça peut être un groupe de parole,
Ça peut être un professionnel de la santé ou tout simplement une structure d'accompagnement. En d'autres termes, c'est aider la personne en souffrance psychologique à accepter qu'elle ait besoin qu'on l'aide. C'est lui faire comprendre que le secouriste en santé mentale, c'est bien quelqu'un qui veut l'aider, qui s'inquiète en fait pour son état de santé et qui est surtout présent et qui veut l'amener à aller mieux. Il va lui permettre, bien sûr, s'il y a lieu, une prise en charge précoce, la plus précoce possible, pour limiter éventuellement un handicap donc qui pourrait en découler. Le professionnel, le secouriste en santé mentale n'est donc pas un professionnel de la santé. Ça, vous l'aurez compris. Il n'est pas là pour poser un diagnostic. Son rôle, c'est vraiment d'être dans l'accompagnement, dans l'écoute et de faciliter l'orientation de la personne qui ne va pas bien vers les ressources appropriées. Donc pour cela, le secouriste a appris à appliquer un plan d'action qui s'appelle ARE, qui consiste à approcher la personne qui ne va pas bien, à l'écouter, à la réconforter, à l'encourager à aller vers les soins et à la renseigner. Il va pour cela utiliser un ton et un vocabulaire appropriés. Le deuxième volet, c'est la sensibilisation et la déstigmatisation. Donc plus largement, à travers sa démarche et son approche, le secouriste va sensibiliser et va donc déstigmatiser et en luttant contre la discrimination des personnes atteintes d'un trouble. Alors, le saviez-vous, en France, donc 186 000 secouristes ont été formés depuis 2019. Et l'objectif d'ici 2030, donc, c'est d'atteindre 750 000 secouristes en France. Alors, pourquoi se former au secourisme en santé mentale? En gros, quels sont les enjeux? Alors, le premier enjeu est national. 2025, grande cause nationale donc, de la santé mentale. Florian en a parlé tout à l'heure. Parmi les objectifs prioritaires, donc, on peut en retenir deux. Donc, le premier, en lien avec la slide précédente, donc c'est la déstigmatisation, afin de changer le regard des Français sur les troubles psychiques et mentaux, et surtout libérer la parole. Et le deuxième objectif, c'est de développer la prévention et le repérage précoce par la sensibilisation et aussi par la formation. Alors, quelques chiffres clés. Un quart des Français consomment des anxiolytiques, des antidépresseurs et autres psychotropes. 3 Français sur 10 touchés par un trouble dépressif n'ont aucun recours aux soins. Alors, aucun recours aux soins, soit parce qu'ils ne le souhaitent pas dans la mesure où il y a des freins, le regard des autres est un frein important, ou soit parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner. Et chiffre également marquant, par an, on dénombre 9000 suicides, c'est-à-dire un suicide par heure en France. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu citoyen. On est tous concernés et chacun peut agir à son niveau. Un être humain sur 4 souffrira au cours de sa vie soit d'un épisode pathologique, soit d'un trouble persistant, et 30% des Français ont dans leur entourage une personne qui souffre d'un trouble de la santé mentale. Donc connaître les troubles de la santé mentale, cela permet de réaliser qu'on a dans son entourage une personne qui est concernée, mais aussi de peut-être découvrir que l'on est soi-même concerné. Et repérer, identifier un trouble est important pour une prise en charge précoce et augmenter ainsi les chances de rétablissement ou de traitement adapté, et aussi permettre à l'individu de mieux vivre avec son trouble. Autre enjeu qui concerne les employeurs et plus spécifiquement les établissements et services médico-sociaux. Alors le premier enjeu, c'est prévenir l'épuisement professionnel et le burn-out, limiter l'absentéisme bien sûr et réduire son coût. Donc les professionnels du médico-social, que ce soit les soignants, les éducateurs, les assistants sociaux, sont bien sûr exposés à une forte charge émotionnelle et à des conditions de travail qui sont, j'ai envie de dire, parfois éprouvantes. La présence justement de secouristes en santé mentale peut permettre de repérer les signes de fatigue psychique
ou de favoriser une prise en charge précoce. Limiter l'absentéisme et réduire son coût, l'impact financier donc, peut également être important. À titre d'exemple, 22% des absences de longue durée répondent à un trouble de la santé mentale. Le deuxième enjeu, c'est valoriser la reconnaissance et l'écoute des professionnels. Dans un secteur où les salariés peuvent parfois ressentir un manque de reconnaissance, avoir des interlocuteurs qui sont formés à l'écoute et aussi à l'orientation vers justement des ressources adaptées, ça favorise une culture en fait de soutien et aussi de bienveillance. Et ça a un lien donc avec l'amélioration de la QVT par une meilleure cohésion d'équipe et un climat bienveillant. Donc le fait que l'on qu'on soit dans un environnement de travail où l'on a conscience que l'on prend soin de la santé mentale des salariés, eh bien ça aussi, ça contribue à une meilleure cohésion d'équipe, ça réduit énormément les tensions et, comme j'ai dit précédemment, cela permet en fait de faire évoluer les collaborateurs dans un climat bienveillant. L'enjeu, le suivant, c'est aussi de répondre aux obligations légales. L'employeur a une obligation de protection de la santé physique et mentale de ses salariés. Donc, encore une fois, intégrer des secouristes en santé mentale, ça peut renforcer cette démarche et renforcer ou valoriser plutôt la responsabilité de la structure. Enfin, maintenir la qualité de l'accompagnement des usagers ou des bénéficiaires. Des professionnels qui sont en bonne santé mentale sont plus à même de fournir un accompagnement de qualité aux usagers. Donc, en prenant soin des équipes, la structure garantit un meilleur suivi des personnes accompagnées. L'enjeu pour les collaborateurs cette fois-ci, je vous en ai sélectionné deux. Le premier, c'est le développement de l'estime de soi, parce que parmi les effets bénéfiques du travail sur la santé mentale, l'estime de soi est hyper important dans la mesure où c'est le sentiment d'avoir une identité à travers une profession et aussi une place dans la société. Et puis le secourisme en santé mentale peut renforcer le sentiment de considération. Il a été en fait montré lors d'une enquête que 43% des Français estiment que leur souffrance n'est pas considérée, leur souffrance au travail n'est pas considérée à sa juste valeur. Comment se former au secourisme en santé mentale? Par une formation de 2 jours, une formation de 14 heures, qui alterne des connaissances générales, un enseignement des bases de l'assistance à autrui, selon un plan d'action, donc le plan d'action aéré que je vous ai décrit tout à l'heure, avec aussi des jeux de rôle et un apprentissage ludique. À titre d'exemple, pour l'avoir vécu, donc il y a quelque temps lors de ma formation, le formateur a pratiqué des jeux de ballon, il a pratiqué où il nous a en fait amené à créer des chorégraphies en fait par groupe pour nous aider justement à mieux assimiler ce fameux plan d'action, mais en fait voilà d'une manière plutôt récréative, et ça nous a permis aussi de dédramatiser un peu voilà les différents thèmes ou les différentes thématiques qui avaient été abordées. La formation est cadrée. Elle est assurée par un formateur qui est accrédité PSSM France. Et au cours ou à l'issue de la formation, donc nous est délivrée une attestation secouriste en santé mentale. La formation est ouverte à tous. La condition, c'est le fait d'être adulte. Et surtout, il n'y a pas de prérequis. Il y a juste des capacités ou des compétences interpersonnelles, comme par exemple l'écoute active, l'écoute sans jugement, l'observation, l'empathie. Et ce qui est hyper, mais vraiment primordial, c'est l'envie de tendre la main. Il est compliqué de désigner un secouriste en santé mentale ou de désigner une personne à aller vers la formation secouriste en santé mentale. C'est quelque chose en fait qui, d'une part, c'est une démarche citoyenne et c'est quand même une formation qui est basée sur le volontariat, on l'aura compris étant donné les thématiques qui sont abordées. Pour conclure, moi je vous propose d'agir maintenant et durablement, donc en inscrivant le secourisme en santé mentale dans
qui est au cœur de la démarche QVCT, et en y intégrant l'activité physique qui est facteur de bien-être. Et le mot de la fin, je vous dirais tout simplement que pour une santé globale, prenons aussi soin de notre santé mentale. Je vais laisser la parole à Mylène pour intervenir donc sur le volet QVCT. Merci Pascal. Et merci à tous pour votre attention. Donc sur le référent QVCT, l'objectif c'est aussi de se dire que la qualité de vie au travail n'est pas forcément un luxe dans les établissements médico-sociaux, c'est vraiment une nécessité. Alors pourquoi ? Parce qu'un personnel qui est épanoui, en bonne santé et engagé, c'est vraiment la clé d'un accompagnement de qualité vraiment pour les personnes prises en charge au sein de soit des établissements, soit des structures, des services, Et pour y parvenir, il faut une personne qui est capable de structurer, de coordonner et de dynamiser cette démarche QVCT, et c'est le référent QVCT. Alors, le référent QVCT n'est pas un animateur de bien-être ni un ambassadeur du sourire, comme on pourrait l'imaginer. C'est vraiment un acteur clé qui structure et pilote une démarche globale et stratégique visant à améliorer durablement les conditions de travail. Donc, en structurant une politique de prévention et de qualité de vie au travail, il va contribuer directement à l'obligation légale de l'employeur en matière de santé et sécurité, tout comme le sauveteur secouriste en santé mentale. Les différentes missions du référent QVCT, alors son rôle est clair, l'objectif c'est de créer un environnement de travail qui est sain, motivant et performant. Ça passe par plusieurs missions qui sont essentielles. Donc évaluer et analyser les conditions de travail, en identifiant les facteurs de stress par exemple, les risques professionnels et les leviers d'amélioration au sein de l'établissement. Accompagner et sensibiliser les équipes sur les bonnes pratiques pour le bien-être au travail qui est durable plutôt, c'est ce qu'on vise. Le fait de mettre en place et coordonner des actions concrètes pour améliorer, par exemple, on peut prendre des thématiques, l'équilibre vie professionnelle et vie privée, la reconnaissance au travail ou encore la cohésion d'équipe. L'objectif étant pour le référent de QVCT aussi de collaborer avec plusieurs acteurs au sein des établissements et des structures, tels que le service des ressources humaines, la commission santé, sécurité et conditions de travail, et aussi le service de prévention et de santé au travail. Une autre mission, s'assurer de l'efficacité des mesures en place et les ajuster aux besoins des équipes, donc faire un suivi de ces actions. Et puis une dernière mission, c'est d'effectuer une veille réglementaire et sectorielle, l'objectif étant d'anticiper sur les nouvelles obligations en matière de QVCT. Par rapport à toutes ces missions, par exemple, j'ai été accompagnée une directrice des ressources humaines au sein d'une clinique. Alors, au sein de cette clinique, les actions QVCT existaient, mais elles manquaient de structuration. Et donc, grâce à la mise en place d'une politique structurée de qualité de vie et des conditions de travail, et d'un comité aussi de pilotage, le COPIL QVCT dédié à cela, l'implication des salariés, on a remarqué qu'elle a été renforcée, et aussi que les actions qui sont mises en place ont en tout cas gagné en efficacité, et donc ça a permis plusieurs choses. Alors pourquoi c'est important que chaque établissement ou service médico-social ait son référent QVCT? Pascal, là, on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on sait que les métiers du soin et de l'accompagnement sont exigeants, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Les équipes sont sous pression, confrontées à la fatigue, les risques psychosociaux, les tensions, et j'en passe. Et donc, ne rien faire, c'est vraiment laisser ces difficultés s'accumuler jusqu'au point de rupture. Le fait d'avoir un référent QVCT, l'objectif étant d'anticiper et de prévenir les risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs. C'est aussi de créer un cadre de travail qui est plutôt propice à l'épanouissement et à la fidélisation des talents. Des enjeux immédiats pour les salariés, moins de stress et d'épuisement professionnel, plus de motivation. On parlait d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, donc qui s'améliore également. Et les salariés qui bénéficient d'une bonne QVCT dans leur organisation sont 64% en meilleure santé mentale et 45% plus engagés au travail, selon le baromètre santé mentale et QVCT 2025 de Cali Social et Ipsos. Des enjeux également pour les employeurs. Donc, le rôle clé du référent QVCT améliore les performances au sein de l'établissement. En effet, 91% déjà des salariés considèrent que la QVCT est un enjeu prioritaire pour leur employeur, mais aussi 56% jugent que ça devrait être un enjeu prioritaire pour les établissements dont ce n'est pas le cas en 2025. Et en soi, ils n'ont pas tort.
En fait, une structure qui investit dans la QVCT voit les bénéfices à court, moyen et long terme. Tout d'abord, donc, comme on le voit sur le support, moins d'absentéisme et de turnover. Ça réduit aussi les coûts liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Une amélioration du climat social avec des équipes plus soudées, plus investies. Une augmentation de la productivité, donc des performances de l'entreprise, ainsi qu'une image de l'employeur qui est plus attractive, en fait, pour un meilleur et un vrai levier pour attirer et fidéliser ces professionnels. Et puis l'objectif, c'est de favoriser l'innovation et la compétitivité, et in fine, surtout, une meilleure qualité des soins et d'accompagnement. Face à l'ensemble de ces impacts, tout le monde ne peut pas s'improviser référent QVCT, et donc c'est un rôle qui demande des compétences spécifiques. Tout d'abord, des compétences plutôt techniques, avec la connaissance des outils d'évaluation de la QVCT, où on tourne autour des outils tels que les enquêtes, les entretiens collectifs ou individuels, des observations en situation de travail et bien d'autres. La maîtrise du cadre légal, connaissance des réglementations pour structurer une démarche qui est efficace, et des capacités d'analyse et de diagnostic pour savoir repérer des problématiques et puis proposer aussi des solutions adaptées, ce qui reste essentiel. Des compétences interpersonnelles également, comme le secouer sans santé mentale, l'écoute active qui est importante, et la communication aussi pour sensibiliser et mobiliser l'ensemble des parties prenantes. La créativité et l'esprit d'initiative pour proposer des actions qui sont plutôt impactantes. Et la capacité à fédérer, car l'amélioration du bien-être, c'est vraiment un projet qui est collectif. Et donc, ces compétences s'acquièrent et se renforcent par une formation qui est adaptée et un accompagnement sur mesure, comme Stratelis pourra le proposer. On reviendra sur l'offre en fin de webinaire. Alors, le référent QVCT, c'est un maillon essentiel du bien-être au travail, mais il agit aussi en synergie avec d'autres acteurs clés. On parle des 3 acteurs aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc, il collabore avec le référent sportif qui favorise l'activité physique pour préserver la santé des salariés, et le secouriste en santé mentale qui apporte un soutien précieux face aux situations plutôt de détresse psychologique. Et ensemble, l'objectif, c'est de former un trio complémentaire qui est capable d'impulser une transformation durable des conditions de travail. Mais pour qu'un établissement soit à la fois performant et humain, il ne suffit pas de multiplier ces initiatives. Il faut structurer et inscrire cette démarche de manière cohérente. C'est précisément là que le référent QVCT joue un rôle central, plutôt en tant qu'intermédiaire entre les différents référents et même les différents acteurs globalement de la structure. Il garantit vraiment une approche qui est plutôt transversale et uniformisée de la prévention et du bien-être au travail. L'objectif, c'est d'être un véritable levier en fait stratégique pour permettre d'ancrer la qualité de vie au travail dans le fonctionnement quotidien des établissements et assurer une vision plutôt globale et cohérente des actions qui sont menées. Alors, dans cette perspective, 3 piliers seront à prioriser en 2025 pour renforcer durablement la qualité de vie et les conditions de travail. La sécurité physique et mentale pour garantir un environnement de travail serein et protéger la santé des équipes. Les relations et ambiances de travail pour favoriser la communication, la bienveillance et la cohésion d'équipe, et puis l'organisation du travail et des tâches pour fluidifier les processus et assurer un équilibre entre charge de travail et bien-être. Alors l'enjeu est simple, soit on subit les difficultés, soit on les anticipe et on agit. Alors investir dans un référent QVCT, c'est choisir plutôt la seconde option pour un établissement qui est plus fort, plus attractif et plus performant. Alors, comme je le disais, la QVCT, c'est avant tout un effort collectif, et donc le référent sportif, en complément du référent QVCT, joue un rôle clé aussi dans ce collectif en intégrant l'activité physique dans la stratégie de bien-être et en favorisant la santé et la prévention des risques. Et qui de mieux, du coup, que Florian pour nous parler de ce rôle. Alors, à mon tour. Donc le référent sportif. Le référent sportif, c'est donc un référent qui va être surtout là pour finalement être votre interlocuteur privilégié dans la structure, dans l'établissement, pour justement parler de tous les sujets autour de l'activité physique et sportive, et pas seulement parler, mettre en place aussi, entrer un peu dans l'action sur ces sujets-là. Donc, simplement pour remettre un petit peu de contexte, le référent sportif,
ça vient pas de nulle part, hein. Ça vient déjà de la stratégie nationale sport santé évoquée en tout début de webinaire. Et ça a donné lieu aussi, du point de vue législatif, à un article du Code de l'action sociale et des familles. Je vous passe un petit peu le dénominé. Simplement, ce qu'il faut en retenir, c'est que le directeur assure, par le biais de la formation continue, donc le développement des compétences du référent nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Donc, comme dans le cadre du référent QVCT, on est ici sur une nécessité de conformité légale. Vous avez donc l'obligation de former vos référents sportifs, donc de les nommer déjà et ensuite de les former. Voilà, donc pour cela, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu son rôle. Donc, je vous disais, c'est un interlocuteur privilégié, c'est avant tout une personne ressource. Une personne ressource, pourquoi? Parce que elle va vous permettre en fait d'avoir un levier informationnel important autour des sujets de l'activité physique et sportive en lien avec la santé, puisque vos résidents et même vos salariés ont tous deux cette problématique, et sera incontournable dans les projets d'activité physique et sportive de votre SMS. C'est-à-dire que finalement, en tant que directeur, et notamment en lien avec les ressources humaines, référent activité physique, c'est la même chose. C'est-à-dire, essayez de préciser votre question dans les commentaires, j'y répondrai tout à l'heure. Je disais donc que les projets d'activité physique et sportive, vous allez pouvoir vous baser sur le référent sportif, justement, vous en tant que directeur et aussi au niveau des ressources humaines pour mettre en place ces projets. Renforcer l'activité physique et sportive dans le quotidien des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap de tous âges. Ça doit être un objectif de chaque ESMS, notamment en 2025. Ça devait être le cas donc sur les années précédentes et c'est encore plus le cas à l'heure actuelle. Pour cela, donc chaque directeur d'établissement doit donc désigner un référent parmi les membres du personnel sur la base du volontariat. Donc, alors sur la base du volontariat ou en lien avec le profil professionnel de la personne. Si la personne est déjà sur le volet activité physique dans votre structure, ça peut être voilà une personne toute désignée, priorisée dans la désignation du référent sportif. Il aura aussi un rôle obligatoire d'information sur les questions relatives à l'APSA et une manière de contribuer à la lutte contre la perte d'autonomie et l'amélioration de la santé des résidents, des bénéficiaires. Pardon. Donc, les missions du référent sportif. D'une part, il y a une mission qui est obligatoire, qui est assurer l'information. Donc, tu peux l'afficher. Donc, assurer l'information. En quoi assurer l'information? Côté recueil et délivrance d'une information claire et adaptée à la compréhension de tous sur différentes thématiques liées à l'activité physique. Ça peut être sur des sujets de santé, des pathologies chroniques, par exemple, qui pourraient être présentes au sein du panel de personnes accompagnées. Éventuellement des idées reçues liées à la pratique de l'activité physique, parfois un mélange entre le sport et l'activité physique quotidienne, par exemple, aussi, qui peut être parfois un peu oublié. Ça peut être aussi informer les personnes âgées, les personnes en situation de handicap des offres de proximité. Alors, quand on dit proximité, ça peut être à la fois à l'intérieur de l'établissement, donc les ateliers déjà mis en place, comme le disait tout à l'heure Mylène, certaines actions sont parfois déjà mises en place dans l'établissement, mais ont besoin de structuration. Donc ça peut être une façon de structurer aussi un petit peu votre offre d'ateliers, de leviers de sensibilisation. Et également avec l'offre extra-établissement également, alors côté plutôt associatif, club, faire le lien en fait, faire des passerelles avec ces établissements-là, ces structures-là pour mettre en place des créneaux inclusifs, par exemple. Une nota bene, le référent sportif dans la structure n'a pas pour obligation de mettre en place des activités physiques et sportives. Il peut être simplement là sur le côté informationnel, sur tout ce qui a trait à la gestion de projet plutôt administrative. Pourquoi? Parce que globalement, le référent sportif, comme c'est sur la base du volontariat aussi et que parfois vous n'avez pas forcément de professionnel de l'activité physique dans la structure, ça peut être un administratif et derrière, ces missions peuvent se cantonner à ça aussi. Voilà. Au-delà de ça, il y a des missions facultatives. Alors, les missions facultatives, c'est pour aller un peu plus loin en fait dans la démarche du référent sportif. Il y a déjà le plan personnalisé en activité physique et sportive.
Alors, ce plan-là, il va se greffer en fait finalement au programme d'accompagnement personnalisé de votre structure, de l'ESMS, qui est déjà mis en place par les professionnels de votre structure. L'objectif au travers de ce plan personnalisé, ça va être en fait finalement d'ajouter une part technique, une structuration technique à la prise en charge en activité physique de votre établissement. C'est-à-dire par exemple la mise en place de tests, de questionnaires, d'entretiens motivationnels peut se faire avec les professionnels de l'établissement qui sont formés à le faire, ou alors simplement le référent sportif, s'il a déjà les compétences et les diplômes, peut derrière aussi éventuellement le mettre en place lui-même. D'autre part, dans ce plan personnalisé, il y a aussi la sensibilisation des acteurs concernés. Donc, ça rejoint un petit peu le côté mission d'information, cette fois-ci côté professionnel, avec les professionnels d'établissement qui vont prendre part vraiment au projet et amener une certaine transversalité aussi au travers de ce plan personnalisé. Ensuite, une autre mission qui pourrait être éventuellement demandée aux référents sportifs à l'avenir, ce serait de collecter des données. Donc, on parlait juste avant de tests, de questionnaires parfois normés, pour lesquels il y a parfois des cotations qui sont et qui permettent de retranscrire ça sous la forme de statistiques. Alors ça, c'est encore quelque chose d'optionnel à nouveau, mais potentiellement les référents sportifs de votre structure, si toutefois vous souhaitez les former avec moi, je leur indiquerai bien qu'il y a des référents sportifs également en ARS et DRAGES qui peuvent parfois demander à collecter ces données pour faire un état des lieux finalement de la pratique d'activité physique dans votre établissement et plus globalement aussi du point de vue régional, avoir finalement cette cartographie des établissements qui justement ont bien développé l'activité physique pour la santé de leurs résidents et de leurs salariés. Ensuite, une autre mission facultative, ce serait de développer des partenariats. Ça, ce sera beaucoup plus fréquent et ce sera de toute façon lié aux missions d'information et à l'élaboration du plan personnalisé. L'idée ici, c'est au travers de ces partenariats de créer du lien finalement avec des professionnels de l'extérieur, à la fois pour mobiliser des ressources humaines, potentiellement des compétences que vous n'avez pas en structure, ou alors jouer en collégialité et co-construire des projets ensemble, ou alors côté financement cette fois-ci, permettre en fait de trouver des interlocuteurs. Alors ça peut être au niveau communal, ça peut être au niveau départemental, régional, pour en fait aller chercher des financements, financer des projets et derrière les mettre en place avec par exemple du nouveau matériel, avec le recrutement de personnel supplémentaire pour l'organisation de grands événements aussi autour du handicap et du sport par exemple. Ça peut être un exemple de mise en place. Apporter votre expertise dans le champ du handicap, ça peut être aussi une façon de développer le partenariat, c'est-à-dire qu'en ayant un référent sportif formé, cet interlocuteur va pouvoir discuter avec d'autres professionnels en local et pourquoi pas en fait venir apporter son expertise et améliorer finalement le cosmos local de l'offre en activité physique. Même au sein des assos et des clubs qui n'auraient pas forcément les compétences en première intention. Donc vous êtes en fait finalement, vous seriez positionné comme une référence finalement sur le territoire pour l'ensemble des acteurs. Et enfin, encourager la culture sport-santé auprès des salariés. Alors je rejoins du coup ce qui a pu être dit juste avant dans les deux premières parties sur la santé mentale et la QVCT. Finalement, le référent sportif va aussi prendre part aux actions QVCT relative à l'activité physique pour la santé, notamment sur les volets bien-être physique et mental. Il va être un levier finalement de mise en place d'actions puisque au sein de la formation, dans le contenu de formation, vous avez de la gestion de projet également. Donc il pourra faire partie justement des réflexions et du cortège de mise en action. Pour les compétences. Alors, les compétences du référent sportif, elles sont multiples. En lien forcément avec les missions citées précédemment, il y a la connaissance des activités physiques déjà, faire bien la différence entre les activités physiques du quotidien et comment les valoriser justement, ces activités physiques du quotidien.
Les activités physiques et sportives, ça peut être aussi les activités physiques adaptées également. Alors là, qui relèvent de la compétence de professionnels formés, évidemment. Je pense aux kinésithérapeutes, aux ergothérapeutes, aux enseignants en activité physique adaptée, bien évidemment. Du handicap également, il y a un grand point sur la deuxième formation, puisque cette formation de référent sportif se découpe en deux parties. La première partie plutôt sur ce volet information et élaboration du plan personnalisé en activité physique et sportive, et sur la deuxième partie plutôt l'encadrement terrain avec les notions de sécurité et les connaissances spécifiques et nécessaires à l'encadrement. Donc on rentre dans ce sujet-là avec donc le handicap et également le vieillissement, des connaissances sur le vieillissement pour que finalement chaque référent sportif formé soit sur le même niveau de connaissances. Également des techniques de communication. Alors les compétences en communication, on restera évidemment sur des choses assez faciles à appréhender, évidemment, dans la formation. L'objectif, c'est pas de complexifier, en fait, finalement, le rôle du référent sportif, c'est surtout de lui donner des clés, des outils, finalement, pour qu'il puisse donner l'information et la recevoir correctement aussi. Via le langage clair et simple, via le facile à lire et à comprendre également, qui est très important dans vos structures, en apprenant les différents canaux de diffusion et en se les appropriant, mettant en place des stratégies de communication efficaces aussi. Donc ça, c'est une grosse partie puisque finalement, la mission d'information étant obligatoire, ces compétences en communication sont essentielles également. Pour le reste, vous avez donc la gestion de projet que j'ai abordée juste avant. Le référent doit coordonner les activités physiques, mais pas que, tout ce qui est relatif à l'activité physique et sportive, gérer les ressources nécessaires et assurer le suivi des programmes mis en place dans la structure. Donc parfois, si un kiné se lance dans l'élaboration de certaines séances spécifiques au projet de la personne, possiblement le référent sportif pourra faire du lien avec lui pour inclure justement ses besoins et ses attentes dans le plan personnalisé et le prendre en compte notamment dans les animations qui pourraient être faites dans la structure. Vous voyez, ça permet d'ajouter en fait une plus-value finalement à ce qui est déjà mis en place dans la structure. Au-delà de ça, parmi les différentes compétences de gestion de projet, on aura la planification, tout ce qui a trait à la logistique, aux ressources humaines, enfin la mobilisation des ressources humaines, la recherche de financement conjointement évidemment avec la direction et les ressources humaines également. L'objectif, c'est que vraiment le référent sportif soit un appui terrain, voilà, et puisse faire du lien. Et enfin, dernière compétence importante selon moi, après voilà, il y en a d'autres, hein, mais ça me paraissait important de le mettre en évidence, c'était la capacité à élaborer les plans personnalisés. Donc j'entends par là que le référent doit être capable de concevoir des programmes d'activité physique. Alors, du moins avoir les bases, les connaissances pour le faire, de sorte à pouvoir s'appuyer peut-être sur les professionnels de la structure pour faire quelque chose de cohérent déjà. Et si du moins lui ne se met pas sur ce volet-là, le référent sportif donc se met pas dans la conception des programmes, il pourra au moins appuyer finalement le professionnel qui va le faire. Voilà. De même, à minima, pour aider la structure, l'objectif, c'est que la personne puisse avoir des outils, des bases, en fait, des connaissances sur les méthodologies de construction de séances. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, en fait, avec le deuxième volet de formation, où finalement, le référent sportif, dans cette formation, va apprendre les règles de sécurité, les contre-indications possibles de certaines pathologies, et ça lui permettra d'avoir au moins le background. Voilà. Les enjeux pour vous, maintenant, du côté ES. Déjà, le premier, c'est d'assurer le bien-être de vos résidents et de vos salariés. En tant que directeur, l'idée, c'est que vous intégriez le référent sportif au sein de votre SMS dans le processus de réflexion, de répondre aux besoins des résidents en favorisant leur santé physique et mentale, évidemment. Donc, par des activités physiques adaptées, en tant que tel ou des activités physiques simplement. Voilà, visée sensibilisation. Renforcer l'accompagnement personnalisé, donc on en parlait justement avec le plan personnalisé. Grâce aux références sportives, vous offrez finalement quelque chose qui est ajusté, qui est sur mesure, ajusté aux capacités spécifiques de chaque résident, ajusté aussi aux attentes des salariés.
et aussi aux contraintes de leur travail, et dans un but d'amélioration de leur qualité de vie, de leur autonomie concernant les résidents, et de la qualité de vie pour les salariés. Pour la troisième enjeu, ce serait plutôt valoriser votre établissement, donc renforcer votre réputation institutionnelle, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, finalement se positionner en référence, montrer qu'en fait finalement il y a de l'activité physique, et notamment de l'activité physique adaptée, pourquoi pas, et vous distinguer finalement par votre modernité dans l'approche et aussi dans l'engagement vers les pratiques innovantes. On en parlait tout à l'heure dans le cadre de la QVCT, et c'est aussi le cas pour la santé mentale. Finalement, on est sur des pratiques innovantes qui doivent être valorisées et qui pourront aussi valoriser votre établissement. Pour le quatrième enjeu, fédérer et dynamiser vos équipes, donc évidemment par le côté finalement transversalité qui avait été évoqué tout à l'heure dans le cadre du plan personnalisé. Vous voyez que le référent va se positionner un petit peu en coordination. Finalement, il va être un peu au centre, à l'image du référent QVCT, finalement, qui se positionne au centre des professionnels qui interviennent dans ce domaine. Et en désignant finalement le référent sportif comme tel, en le plaçant comme tel du moins, vous assurez finalement à l'ensemble du personnel d'avoir un interlocuteur autour d'une démarche commune axée sur l'épanouissement des résidents et vos salariés également. Le référent sportif va être finalement la pierre angulaire de l'activité physique dans votre structure. Et enfin, respecter les obligations légales. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est de par ces décrets, ces lois qui sont sortis, ces articles de loi qui sont sortis, vous avez cette obligation légale de désigner et de former. Évidemment, en choisissant de faire les deux formations, alors la formation, peut-être information et projet personnalisé en premier lieu, déjà vous rentrez finalement dans cette conformité législative, et en faisant les deux formations, finalement, vous assurez aux référents sportifs toutes les armes pour affronter les défis de demain, parce que les pratiques évoluent. Et on n'est pas à l'abri finalement que vos professionnels soient mobilisés par les agences régionales de santé, le ministère des Sports et de la Santé, pour finalement derrière aller récupérer de la donnée et puis valoriser les actions qui sont mises en place dans vos structures, et répondre aussi à certaines exigences minimales aussi. Voilà, donc ça permettra de s'aligner avec les standards et puis d'anticiper ces exigences institutionnelles futures. Voilà. Pour la partie référence sportive, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans la conversation. On va simplement terminer ici sur la diapo de synthèse, donc qui permet de reprendre un petit peu toutes les modalités de formation. Alors on va chacun en fait expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour chacune des formations. Je vais laisser donc la parole à ma collègue Pascal qui va donner les modalités donc de sa formation en premier. Ok. Alors, concernant donc le secourisme en santé mentale, donc je l'ai dit tout à l'heure, la formation, donc 2 jours, donc d'une durée de 14 heures. Deux modules possibles, puisque PSSM France donne la possibilité de faire une formation en lien avec ce qu'on appelle un module standard, donc une formation destinée aux adultes et qui va plutôt promouvoir en fait le plan d'action en lien avec des personnes adultes et qui ont un trouble de la santé mentale, ou du moins qui pourront subir une altération de la santé mentale. Et le second en fait volet, c'est le volet PSSM Jeunes, qui est plus destiné également à un public adulte, mais qui encadre, qui sont en relation avec donc des adolescents ou un public beaucoup. Mais la durée de la formation donc est la même, 2 jours et 14 heures. Donc dans l'accompagnement, nous on peut vous proposer d'ores et déjà donc des dates de formation inter-établissement. Donc la première date de formation pourrait être en septembre, le 23 septembre, et voilà, et ça pourrait avoir lieu donc ici dans notre centre de formation qui se situe à Los. Donc si vous voulez des questions, si vous avez des questions plus précises, ou si vous voulez bien évidemment aller plus loin sur le sujet, donc comme l'a dit Florian, en fait, je vous invite également à poser vos questions dans la conversation, ou à nous contacter en message privé par la suite via LinkedIn, pour pouvoir bien sûr répondre à vos attentes et aller beaucoup plus loin sur le sujet.
Pour le référent QVCT, donc là, on est aussi sur une modalité de formation de 2 jours de formation. En revanche, on ajoute 4 séances de supervision. L'objectif étant pour nous, on s'est rendu compte qu'en faisant uniquement les 2 jours de formation, on apportait les connaissances, on mettait en pratique pendant cette formation, mais derrière, on laisse un peu les professionnels se débrouiller tout seuls, en tout cas le référent se débrouiller tout seul. Là, l'objectif en interétablissement, ça va être aussi de se revoir à peu près, on va dire, tous les 3 mois. Ça fait 4 séances à l'année pour en échanger, voir comment ça se passe, comment vous réussissez en tant que référent à mettre en place les actions au sein de votre établissement, à coordonner tout ça, à structurer tout ça et pouvoir potentiellement aussi évoquer vos problématiques, les freins, si vous n'arrivez pas à mettre certaines actions en place ou ce qui est potentiellement a été de vrais succès pour pouvoir en échanger avec d'autres professionnels qui auront aussi ce rôle de référent QVCT. Et donc, comme ce quiz en santé mentale, on vous propose aussi deux jours de formation pour, en tout cas, les 2 journées de formation sur le 23 et le 24 juin 2025, juste après la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Et les 4 séances de supervision sont classées a posteriori. Et en termes de lieu sur les 2 jours de formation, on sera aussi au niveau de l'INSEFORM Santé sur Nice. C'est tout bon. Ok. Et référent sportif, donc comme je vous disais tout à l'heure, 2 volets de formation. Premier, plutôt sur la part informationnelle et projets en activité physique et sportive, personnalisés. Donc 2 jours, donc avec des dates déjà fixées, ici au 15 et 16 mai 2025 sur le site de l'OS. On passe évidemment par INSEFORM Santé pour cette formation également, pour les 2 formations du référent sportif. Et pour l'encadrement, également 2 jours, cette fois-ci 16 et 17 octobre 2025, également sur le site de l'OS. Sachez que toutefois, si vous avez un besoin d'organiser la formation en interne au sein de vos établissements, il y a toujours possibilité, il n'y a pas de souci. Il faudra simplement voir les modalités de formation, donc avec la responsable formation continue, donc Madame Braun, Nadège, de l'INSEFORM Santé. Petit point simplement pour vous donner un peu plus de précision sur les 2 formations. La première formation, information et projet en activité physique adapté, projet en activité physique et sportive personnalisé. Vous êtes sur donc plutôt des groupes de travail. On est essentiellement au sein de la structure. On va avoir un travail plutôt sur de l'interprofessionnel, des échanges. On va bosser un petit peu sur les différents points qu'on a pu voir dans le cadre de ce webinaire. Et pour la part encadrement, il y a un jour qui est consacré plutôt à la prise en charge et qui se ferait éventuellement avec les résidents. C'est pour ça que je vous en parle. Il y aurait possibilité de mobiliser les résidents de la structure pour amener finalement dans la formation et commencer à engager finalement ce processus d'encadrement. Voilà. Pour les tarifs. Alors, au niveau des tarifs ici, vous avez donc, si vous prenez une formation, il y aura un certain coût qu'il faut avoir donc avec la responsable formation. Ça a été convenu avec la responsable que à partir de 2 formations, vous avez 10% sur le volet total sur le prix total des deux formations. À partir de 3, c'est 15. Et si vous prenez les 4 formations, c'est 20% sur la totalité de votre commande. Voilà. Donc, en ayant participé à ce webinaire, vous avez cette possibilité-là, ce levier financier-là, en tout cas, pour permettre finalement de dispenser les formations dans vos établissements. Et puis en conclusion, au-delà de ce tarif dégressif, l'objectif, je vous remets la slide si jamais, l'objectif c'est vraiment, comme on l'a tous évoqué, de parler de ce format plutôt projet, de mettre en place des démarches au sein de vos établissements qui auront un impact sur vos professionnels, mais aussi sur vos bénéficiaires, vos usagers, vos résidents. L'objectif étant, alors plutôt côté salarié, de fidéliser vos professionnels qui sont déjà au sein de vos établissements, mais aussi de rendre attractifs les différents métiers qui sont présents dans vos structures. C'est de plus en plus compliqué, on le sait, donc ça permet d'avoir des leviers
différents. Et puis, ces référents permettent aussi aux professionnels de se valoriser avec des rôles, des missions qui sont plus transversales, faire le lien avec les collègues, les équipes, les bénéficiaires, les usagers, les partenaires extérieurs, on en a parlé également. Donc, vraiment faire le lien avec plusieurs acteurs qui sont tous partie de cet écosystème et permettre vraiment de valoriser les personnes qui prendront ces différents rôles au sein de vos structures. Et donc, c'est vraiment un levier de fidélisation. Voilà. Donc au niveau des questions, il y avait 2 questions dans la conversation. Alors la première, c'était relatif à la formation en santé mentale, savoir si ça pouvait être financé par le CPF. Alors, à ce jour, non, il n'est pas encore possible que ce financement soit réalisé de cette manière. Donc, ça risque d'évoluer très prochainement, donc on reviendra vers vous, mais en tout cas pas actuellement. Voilà. Et la deuxième question, donc on parlait bien du référent en activité physique. Alors, référent activité physique, il y a plusieurs dénominations. Sur le guide de l'ANAP, donc l'agence de la performance pour l'activité physique, on est sur référent sport. Voilà, la dénomination c'est référent sport en ESSMS. Bon là on l'a nommé référent sportif. Honnêtement, la dénomination a tendance à bouger, à se préciser aussi un petit peu. C'est quelque chose qui se met en place aussi et qui se précise. Donc oui, on est bien sur ce type de référent. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. En tout cas, on est à votre disposition là. On vous laisse simplement le contact de la responsable formation continue. Voilà, vous puissiez la consulter. Et puis voilà, on est à votre disposition. Merci pour votre attention en tout cas. Merci à tous. Ah, une autre question, plan de formation établissement. Concernant le financement, pour quelle formation, dites-nous? Je pense sur tous. Sur toutes les formations? Toutes les formations peuvent rentrer dans le plan de formation de votre établissement ou de votre structure. Oui, en tout cas, oui. Ouais. L'ensemble des formations, ouais. On espère que ça fonctionnera en tout cas. On vous en prie. Voilà, on reste à disposition, n'hésitez surtout pas. Ce sont des formations Calliope. Oui, formation Calliope. Vu qu'en fait c'est rattaché à l'ISEFORM Santé, c'est forcément Calliope. Voilà. Si je dis pas de bêtises en tout cas. On va redemander à Madame Braun. Si pas d'autres questions, on vous laisse là pour aujourd'hui. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous recontacter via nos réseaux LinkedIn si besoin, on répondra, il n'y a pas de souci. Voilà, on est à votre disposition à nouveau. Et on vous souhaite une très très bonne journée en tout cas. Bonne journée, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.